Mercredi 19 mars 2025, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE Télévision. À la une de cette information, les membres du gouvernement ont sacrifié à la tradition comme il est de coutume tous les mercredis à travers le Conseil des ministres. Tenu sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises. Vous suivrez dans cette édition la quintessence des échanges issus de cette session hebdomadaire. Plusieurs avancées remarquables dans le domaine du numérique au Bénin. Depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon, les lignes ont bougé. Ce mardi 18 mars 2025 marque la deuxième édition de la Journée internationale de l'apprentissage du numérique. Quel bilan réalisé dans ce domaine justement au Bénin? Élément de réponse dans ce journal. Face aux tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, les efforts diplomatiques se multiplient pour parvenir à une solution durable. À cet effet, l'État du Qatar a joué un rôle clé en accueillant une réunion trilatérale de haut niveau destinée à relancer le dialogue entre les parties prenantes. Que retenir concrètement de cette rencontre? Le compte rendu dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 19 mars 2025 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme il est de coutume, d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point des échanges des grandes décisions issues de cette session hebdomadaire avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés les tests d'application de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Il s'agit des décrets portant réglementation de la sûreté du transport des matières radioactives, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission béninoise de l'énergie atomique. Réglementation de la sûreté radiologique et radioprotection, ainsi que de ceux fixant les conditions d'exercice de la fonction d'inspecteur de sûreté radiologique, de sécurité nucléaire et de garantie nucléaire, puis les catégories d'installations radiologiques sujettes à déclassement, le contenu et les conditions d'exécution du plan de déclassement. Au titre des communications, en point 1, mission de contrôle et surveillance des travaux de construction du nouveau barrage de l'IFO. Cette infrastructure hydraulique, en cours de réalisation, procède du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savé, d'Assazoumé, Glazoué et environ. Suivant le planning actualisé d'exécution des travaux sur une durée de 21 mois, il s'est avéré indispensable de définir un nouveau cadre contractuel pour organiser la mission de contrôle et de surveillance aux fins de garantir la solidité de l'ensemble de l'ouvrage et d'assurer la conduite optimale du chantier en vue de son achèvement dans les délais prescrits. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le groupement retenu à cette fin.
En point 2, études architecturales et techniques, mission de suivi et contrôle du projet de construction de l'École des métiers du tourisme, hôtellerie et restauration. Le dit projet est une composante du programme de construction, réhabilitation d'établissements de formation agricole, d'écoles de métiers et de lycées techniques professionnels dotés d'équipements modernes. La vocation de ceux-ci est de développer chez les apprenants des compétences pour l'emploi dans les secteurs économiques prioritaires au niveau national, voire sous-régional. C'est pour sa mise en œuvre effective que l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise a dirigé le processus d'identification du maître d'œuvre en vue de la réalisation des prestations visées. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec le cabinet identifié, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des missions à lui confiées. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation de la cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026 le 11 avril 2025 à Dassazoumé. L'organisation d'une conférence internationale du groupe Initiative Afrique du 8 au 11 mai 2025 à Cotonou, puis la participation du Bénin à la 58e session de la Commission sur la population et le développement du 7 au 11 avril 2025 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, plusieurs avancées remarquables dans le domaine du numérique au Bénin. Ce mardi 18 mars 2025 marque la deuxième édition de la Journée internationale de l'apprentissage du numérique. À cette occasion, nous vous proposons de suivre le point des avancées dans le domaine du numérique au Bénin, notamment sur le plan social et communautaire. Une réalisation de Quentin Amousso. Moi, j'ai l'habitude même d'aller jusqu'à Dassa, parfois aussi à Boycon, pour faire mes recherches. Tout comme Étienne, ils étaient nombreux, ces habitants de la commune de Savet, à parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour avoir une bonne connexion Internet, un véritable parcours de combattants. Bien avant l'arrivée du centre, à l'exception des forfaits Internet que nous payons chez Move et MTN et autres réseaux GSM, il n'y avait pas du tout un centre où l'on peut naviguer comme ça. Il y a longtemps que Savet manquait un centre d'Internet où il faut aller chercher des informations. Dans le passé, quand il dit dans le passé, les 10 ans, 15 ans passés là, c'était difficile. Mais aujourd'hui, tout ça n'est qu'un vieux souvenir. Grâce au gouvernement, à travers le ministère du numérique et de la digitalisation, Savet a été choisi en effet pour faire partie des 43 communes bénéficiaires des points numériques communautaires. Avec ces PNC, Internet est devenu plus accessible pour ses apprenants. Je viens souvent, on fait des exposés, je fais des recherches. L'arrivée du PNC a été la bienvenue parce que ça a soulagé un tant soit peu les attentes, les peines de la population. Environ 40 personnes en moyenne fréquentent ici le PNC de Savet par jour. À l'instar des autres points numériques communautaires, le PNC de Savet comprend entre autres un local, des ordinateurs, une imprimante, des places assises, un groupe électrogène et des panneaux solaires pour assurer la disponibilité de l'énergie et plusieurs gigas de débit Internet. Puisque c'est le seul centre par excellence de navigation dans la commune de Savet, je ne peux que donner une très bonne appréciation pour ceux qui ont eu l'idée de mettre ce centre en pratique. Je viens très souvent ici pour faire des recherches. Un bon enseignant doit à tout moment être à côté de l'ordinateur pour les infos, avoir des informations. En fait, c'est la vie d'aujourd'hui et il faut être dans le TIC à tout moment. L'exécutif étant à l'écoute des populations, envisage déjà de renforcer bientôt les points numériques communautaires. De nouveaux seront construits également pour le bonheur d'autres Béninois. Face aux tensions persistantes dans l'Est de la République démocratique du Congo, les efforts diplomatiques se multiplient
pour parvenir à une solution durable. À cet effet, l'État du Qatar a joué un rôle clé en accueillant une réunion trilatérale de haut niveau destinée à relancer le dialogue entre les parties prenantes. Vous suivrez dans cet élément proposé par Nansirine Fatoumbi le point des décisions issues de cette rencontre qui a eu lieu ce mardi à Doha entre l'émir du Qatar, le président rwandais Paul Kagame et celui de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. On regarde. Le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés à Doha ce mardi 18 mars 2025, une première depuis le sommet de l'Union africaine en février 2024. Face aux tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, les efforts diplomatiques se multiplient pour parvenir à une solution durable. Dans cette dynamique, l'État du Qatar a accueilli ce mardi une réunion trilatérale entre les dirigeants du Qatar, du Rwanda et de la RDC. Cette rencontre tenue à Doha a vu la participation de Cheikh Tamim Hamad El Thani, émir de l'État du Qatar, de Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. L'ambiance lors de cet entretien qui s'est déroulé à Doha semble avoir été assez différente selon les images publiées par la cellule de communication de l'État qatari. À cette occasion, les chefs d'État ont salué les avancées réalisées dans le cadre des initiatives de Luanda et Nairobi, ainsi que celles du sommet conjoint de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, organisé à Dar es Salaam en Tanzanie le 8 février 2025. Cette fois-ci, Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont réaffirmé leurs engagements à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et se sont accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions initiées à Doha afin d'établir des bases solides pour une paix durable en alliant et fusionnant les processus de Luanda et Nairobi. Les trois parties ont également convenu de poursuivre les discussions entamées afin d'établir des bases solides pour une résolution durable du conflit dans l'est de la RDC. Triste nouvelle pour la communauté musulmane, l'imam Hamzat Houzeifa, figure emblématique de l'islam au Bénin, a rendu l'âme dans la matinée de ce mercredi 19 mars 2025 en ce mois béni de Ramadan. Ancien président de l'Union islamique du Bénin, UIB, l'imam Hamzat Houzeifa a consacré sa vie à la promotion des valeurs islamiques et au renforcement du dialogue interreligieux. Son rôle de guide spirituel a marqué plusieurs générations de fidèles. Bassirou Lassissi, membre du bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, exprime son désarroi ici au micro de Francis Ola Farami et de Nansirine Fatoumbi. La communauté musulmane du Bénin et du monde entier a perdu un héros de l'islam en la personne de l'imam Houzeifa Hamza, qui est l'imam de la ville de Porto-Novo et l'ancien président de l'Union islamique du Bénin et aussi également le secrétaire général de l'Union islamique départementale de Porto-Novo. C'est vraiment un coup dur et fort pour nous lorsque nous avons appris ce décès ce matin. Tout d'abord, en sa personne, l'imam, avec ses comportements, ses caractères, dans le cadre de l'adoration et de la religion, nous ont tellement touchés, puisque c'est quelqu'un qui a laissé en nous beaucoup de sagesse, beaucoup d'enseignement, beaucoup d'éducation. Il respecte tout le monde comme il se doit. Il ne se voit pas qu'il est un président, mais il cohabite avec tout le monde. Sincèrement, ça nous a marqué. Nous l'avons perdu et c'est perdu à jamais. Il sera enterré tout à l'heure après la prière de 16 h et que nous tous, nous allons faire le déplacement pour y aller honorer la fin ou bien sa demeure, sa dernière demeure. Nous nous prions à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner, de la miséricorde.
Au fait, son départ, sincèrement, dans la communauté musulmane, surtout à Porto-Novo, moi personnellement, j'imagine que tout d'abord, il a laissé un vide entre nous, parmi nous. Ses prêches, ses orientations sont parties à jamais. Mais au niveau de la ville de Porto-Novo, surtout, qui avait tellement assez de problèmes bien avant cela, et qui se disputait aussi de temps en temps à des postes. J'imagine un peu que cela peut causer aussi quelques mésententes, quelques malcompréhensions au sein de la communauté musulmane là-bas, à moins que je l'implore et j'implore la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il prenne la sagesse pour pouvoir gérer cette situation. Sinon, après son départ, il y en aura des gens qui vont penser à prendre sa place. Mais si cela a été bien organisé, bien ordonné selon la charia de l'islamia, je pense qu'il n'y en aura pas tellement de problèmes. Et c'est ce que nous prions. Et nous savons qu'avec la sagesse et les grands islamologues qui existent à Porto-Novo, et qu'avec les intellectuels dans cette ville, je pense qu'ils ne vont pas permettre pour que cela arrive. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de préserver la vie de Porto-Novo et des musulmans qui sont là. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner notre cher papa Imam Huzaifa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne les péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde le paradis. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Restons toujours avec l'imam Bassirou Lassisi qui, cette fois-ci, se prononce sur les dispositions prises par l'UIB à cet effet et quels seront les enjeux pour la communauté musulmane de Porto-Novo. Il s'exprime toujours au micro de nos reporters. En islam, on n'a pas une disposition particulière qu'il faut prendre pour inhumer ou bien pour enterrer un fidèle musulman mort. Nous savons tous que nous avons les mêmes catégories, nous avons les mêmes positions avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour dire peut-être ce qui sera pris, c'est de faire un déplacement de forte délégation avec une équipe de taille pour aller assister à ces funérailles que nous appelons Janaza, qui sera tout à l'heure après la prière de Asr. Mais s'il y a des dispositions à prendre peut-être après l'enterrement, alors tout d'abord reviennent à la famille du défunt. Et nous savons que la communauté musulmane partout, nous savons qu'il y a des fois des malentendus entre nous. C'est qu'il faut faire une prière, une assise après le décès de quelqu'un ou bien ne pas le faire. C'est ce qui crée une situation qui crée beaucoup de mésententes entre nous, surtout nous au Bénin. Mais je pense que nous aurons le temps à y penser, à réfléchir pour ne pas se créer de problèmes entre nous par rapport à ces situations. Parce que nous avons 3e jour, 8e jour, 41e jour, et que beaucoup parmi les fidèles musulmans, même ici au Bénin, sont contre, qui se disent que ce n'est pas bon, et d'autres qui soutiennent que c'est bon. Quand même tout, nous savons qu'il y a des manières qu'il faut procéder par pour ne pas tomber dans des péchés. Donc pour nous dire tout court, des dispositions à prendre, c'est se déplacer, comme le dit la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les droits d'un frère musulman avec son frère musulman, lorsqu'il est décédé, il doit se déplacer pour aller assister à son enterrement. Donc c'est ça la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça que les fidèles musulmans vont entreprendre par la grâce du Tout-Puissant. Et puis on parle sport dans cette édition. Depuis plusieurs semaines, la Ligue professionnelle de basketball bat son plein, offrant des performances remarquables et des rebondissements inattendus. Les compétitions gagnent en intensité et en prestige. Les acteurs du monde sportif analysent le déroulement de la saison et s'expriment également sur l'évolution du basketball féminin au Bénin. Leur avis et décryptage ici au micro de Romaric Djessougogbeno. La Ligue professionnelle, le championnat de basket béninois se porte très bien avec des équipes comme Elan, Coton, BBC, Énergie, Renaissance, Aspac,
ça va. Et même la dernière fois, Énergie a pris le dessus sur Elan Coton lors de pour notre classico en ce qui concerne le basket. Donc ça se porte très bien et au fil des années, nous aurons de très bons résultats. Je crois que ces équipes tiennent leur rang. C'est vrai qu'il y a de nouvelles équipes comme Cavalier ou Associés le basketball qui essayent de tenir la dragée haute à ces anciennes-là, surtout dans le nord où tout reste encore ouvert. Il n'y a pas d'équipe qui domine de la tête aux pieds. Mais c'est au sud qu'il y a vraiment de l'enjeu parce qu'entre Renaissance, Énergie, Aspac et Elan, c'est très très serré. Et pour le moment, ces équipes, chacune de ces équipes essaie de tirer son épingle du jeu. Même si récemment, Elan s'est fait dominer presque lourdement par Énergie et que Aspac a pris le meilleur sur Renaissance et à chaque fois sur une différence de points qui avoisine en tout cas plus de 10 points d'écart. Nous sommes à nos débuts, nous faisons notre petit bonhomme de chemin et nous travaillons. Il faut juste continuer sur cette lancée. Actuellement, nous n'avons pas encore le niveau de certains pays de la sous-région qui nous ont devancés en termes de préparation. Mais avec le temps, l'essor viendra et le basket béninois aura un nom dans l'échiquier international africain, pourquoi pas de la sous-région. Nous jouons actuellement la phase aller du premier tour et c'est déjà 3 journées déjà de jouer. On a quand même, que ce soit au niveau des hommes que au niveau des dames, on a des rencontres qui sont bien disputées, très disputées. Et au niveau par exemple de la conférence sud, au niveau des hommes, nous avons quand même vu des équipes qui ont bien entamé la rencontre, qui ont reçu leur entame de saison, notamment la formation de Énergie Basketball Club, en hommes comme en dames. Énergie qui, en 3 journées, a aligné 3 victoires. On les a vus gagner et avec un score très élevé. La formation de Aspac lors de la 2e journée, ils ont effectué la dernière fois un déplacement du côté de Ouida pour aller chercher également une victoire. C'est-à-dire quand même que la formation de Énergie au niveau de la conférence sud a bien entamé la saison. On a vu la formation également de Elan qui, lors des 2 premières journées, a bien négocié ses rencontres. Malheureusement, lors de la 3e journée, il y a eu un score un peu mitigé. Mais c'est la formation surtout du port autonome de Cotonou, Aspac, cette formation qui, lors des 2 premières journées, est passée à côté de la plaque. Mais néanmoins, elle s'est relancée face à la formation de Renaissance Basketball Club lors de la 3e journée disputée le samedi 15 mars dernier du côté de Dédopo. On a vu cette formation de Aspac au niveau des hommes, cette formation dirigée par le coach Landry Adoyon qui, face à la formation de Renaissance Basketball qui évolue sur les ordres du coach Christian Kenom, on a eu droit à une rencontre très disputée. Malheureusement, la formation de Renaissance Basketball n'est pas vite rentrée dans la rencontre. Ça fait que ce n'est rien d'autre pratiquement. Après la pause qu'on a vu cette formation revenue dans le jeu, courir pratiquement derrière le score. La belle preuve, le 3e quart-temps, ils se sont imposés, mais la formation de Aspac a su faire l'essentiel lors du 4e quart-temps pour pouvoir emporter cette victoire. C'était la même chose chez les dames. En 2e heure, les dames de Aspac se sont imposées face à la formation de Renaissance Basketball. C'est dit quand même qu'au niveau de la Ligue, au niveau de la conférence sud, c'est très disputé. La même chose au niveau de la conférence nord. Au niveau de la conférence nord, au niveau des hommes, nous avons la formation de Aspal, de Parakou qui survole la compétition. Même chose que la formation de Lungu, de Basila également. On a les Panthères qui essayent quand même de revenir, même si ça ne paie pas un score pas trop considérable. Néanmoins, les Panthères font un peu la course. C'est dit quand même que nous avons un championnat professionnel très disputé. Au terme de cette première phase, je pense que les 4 premiers vont nous permettre d'avoir une 2e phase très très corsée. Je vais dire que le sport féminin au Bénin est en train de prendre de l'essor. Il y a quelques années, nous avions très peu d'équipes féminines. Il y avait 4 équipes au plus que nous connaissions. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes. Nous jouons en 1re division, nous jouons en 2e division. Et dans les compétitions internationales, en tout cas les internations, nous comportons très bien. Nous avons vu la prestation du Bénin face au Maroc dans les éliminatoires du dernier mondial, je crois bien. Nous avons vu les U20
Nous avons vu les U17, nous avons eu les tournois UFOA B et aujourd'hui les qualifications de la Coupe du Monde. Au vu de toutes ces prestations, même au niveau du scolaire, je crois que le sport féminin béninois est en train de prendre de l'essor. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'arbitres femmes qui officient les matchs. Et quand nous allons, par exemple, dans le bras de fer, il y a une femme, une béninoise, qui est championne de disciplines, 2 médailles d'or dans plusieurs compétitions des 2 bras. Et ça veut dire que le sport féminin béninois se porte très bien, et peut-être même mieux que le sport masculin, parce qu'il y a beaucoup plus de trophées à ce niveau. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, au lendemain de l'affichage de la liste provisoire des électeurs par la Commission électorale indépendante CEI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, exige l'inscription de son leader Laurent Gbagbo sur la liste. Privé de ses droits civiques, l'ancien président ivoirien a été désigné candidat à la présidentielle par son parti le 10 mai 2024. Face à la presse, ce mardi, son parti a relevé une série de dysfonctionnements dans le processus électoral. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, émet des doutes sur la crédibilité de la liste électorale, la liste provisoire des électeurs. À quelques mois de la présidentielle, les cadres du PPACI sont fermes sur un point. Laurent Gbagbo est tout de même leur candidat. Notons que 2 autres personnalités de vie politique ivoirienne ne figurent pas sur la liste provisoire en raison de condamnation par la justice. Il s'agit notamment de Charles Blé Goudé, le leader du COJEP, et l'ancien Premier ministre Guillaume Soro qui vit en exil. Direction le Burkina Faso à présent, où 2 médias en ligne ont été convoqués par le Conseil supérieur de la communication. Le 3 mars dernier, ces sites d'actualité avaient publié des extraits d'un discours du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, sur leur page Facebook. Une sortie qui avait été diversement appréciée par les internautes, avec dans les commentaires des mots parfois malveillants, discourtois, voire injurieux. Les responsables de ces médias ont été auditionnés hier mardi, comme l'a décidé le Conseil supérieur de la communication. Dans son message, le capitaine Ibrahim Traoré disait: pour encourager le processus de transition, il n'y a pas de raison de se démotiver parce que l'histoire nous a toujours donné raison et l'histoire continue de nous donner raison. Cet extrait publié par le journal en ligne sur sa page Facebook, qualifié de malveillant, discourtois, voire injurieux à l'encontre du chef de l'État burkinabé. Le responsable du journal a été convoqué notamment pour s'expliquer sur la publication de ses commentaires. Idem pour le second média convoqué. Après les auditions, un procès-verbal sera transmis au collège des conseillers. C'est à ce niveau qu'une décision sera prise, sanction ou avertissement. Les conseillers ont suggéré pour l'heure aux responsables des 2 médias de rester vigilants dans la modération des commentaires. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour le même exercice. D'ici là, belle suite de programmes en compagnie de EZAE TV.